Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler du marché de l'assurance et comprendre comment les nouvelles technologies cassent les codes avec de nouveaux services et de nouveaux usages. Alors, comment souscrire une assurance en quelques minutes grâce à votre smartphone? Comment assurer tous les objets qui vous sont chers? Et comment les InsurTech, ces startups de l'assurance révolutionnent le monde de l'assurance traditionnelle? C'est ce que nous vous ferons découvrir avec nos invités. Le numérique pour tous spécial Révolution dans l'assurance, c'est parti et c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va vous faire découvrir les dernières innovations dans le monde de l'assurance. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Rispal. Alexandre, vous êtes le cofondateur d'InsurTech France. Je rappelle, InsurTech étant la contraction d'assurance et de technologie. Mais vous allez le dire mieux que moi, c'est quoi l'InsurTech, Alexandre ? Alors l'InsurTech, effectivement, c'est tout un phénomène qui a démarré il y a 10 ans et qui vise à transformer en fait la manière des consommateurs d'appréhender l'assurance avec de nouveaux services. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un domaine qui est fascinant. Et alors je donne le chiffre quand même. Allez-y. En 2021, c'était pratiquement 11 milliards de fonds levés dans le monde. D'accord. Alors, il y a une révolution dans ce monde puisqu'il est tout jeune et il bouscule un petit peu les habitudes du monde de l'assurance traditionnelle. Pourquoi il y a une révolution, Alexandre ? Il y a une révolution parce que à l'origine, l'assurance était quelque chose qui était perçu comme étant une contrainte et qui pèse aussi dans le budget des ménages. Et on s'est souvent dit ces 30 dernières années qu'il y avait des secteurs qui ne pourraient jamais bouger parce que c'était des secteurs qui étaient à la frontière de la régulation. Et début des années 2010, ça a commencé aux États-Unis, en Chine. Il y a pas mal d'acteurs qui se sont dit, finalement, il y a eu la révolution des télécommunications. Pourquoi est-ce que ce serait pas la même chose dans le monde de l'assurance? Et pourquoi est-ce que finalement on permettrait pas aux gens de s'assurer à tout moment, d'avoir un prix qui est un prix juste par rapport à ce qu'ils doivent payer sur leurs risques? Et finalement, ce secteur s'est retrouvé à être hyper attractif parce qu'il y a eu les nouvelles technologies, on en parlait dans l'acronyme InsurTech, et donc on a eu ce qui se faisait de mieux en termes d'ingénieurs, en termes de data scientists qui ont commencé à rejoindre ce secteur de l'assurance. Il y a eu des entrepreneurs d'autres secteurs d'activité qui se sont lancés. Il y a eu des gens qui étaient aussi brillants dans leur domaine d'activité dans l'assurance, mais qui ont décidé de partir dans l'entrepreneuriat. Et donc petit à petit, il y a eu une ébullition qui s'est créée autour de ce secteur avec de nouvelles boîtes. Alors je donnerai des exemples. En Chine, par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Zhong'an, qui s'est lancée en 2013, qui était une filiale d'Alibaba et qui permettait de créer des centaines de produits d'assurance en quelques jours. Et les gens pouvaient les acheter directement en même temps qu'ils passaient une commande sur Internet. Mais ça veut dire que on s'adapte à des nouveaux usages de consommateurs ou il y a de nouveaux risques ou alors on génère de nouveaux risques pour les assurer. C'est quoi cette mécanique ? C'est exactement ça, c'est les deux. Après, on aura l'occasion d'y revenir avec les autres invités pour des exemples concrets. Mais première étape, la partie adaptation des nouveaux risques, c'est aussi lié au comportement des consommateurs. C'est quoi ces nouveaux risques, par exemple ? Les nouveaux risques, ça peut être par exemple les consommations immédiates en ligne sur les achats, dans l'e-commerce. Ça peut être une nouvelle manière d'assurer des risques dans le monde de l'automobile, et on aura l'occasion d'y revenir. Ça peut être la manière aussi derrière de s'adapter aux risques cyber. Donc on en parle depuis pas mal de temps et on a eu tous les exemples, que ce soit Cergy Pontoise, que ce soit l'hôpital de Versailles, où on voit que c'est une réalité à la fois pour les acteurs publics et les acteurs privés. Donc c'est tous ces finalement ces nouvelles réalités des usages du quotidien, ce qui peut impacter les entreprises, ce qui peut impacter les gens, qui deviennent des nouveaux produits d'assurance. Et effectivement, avant c'était quand même assez compliqué de souscrire une assurance, il y avait pas mal de papiers, il fallait se déplacer physiquement. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher de souscrire sur son smartphone une assurance ? Ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que avant il fallait du papier, il fallait derrière souvent de la patience et il fallait de l'abnégation aussi pour comprendre ce qui se passait. Et aujourd'hui, nos acteurs apportent de la transparence dans les risques, dans les couvertures, transparence dans les prix aussi. Avec aussi des implications sociales et sociétales pour certains risques qui sont souvent à marge nulle. Et puis du coup, finalement, l'assurance devient quelque chose qui est adapté aux gens et non pas quelque chose qui est contraint. On ne cherche plus à faire entrer des ronds dans des carrés.
C'est bien dit. Alors, qui dit assurance dit risque et catastrophe. C'est le corollaire. On a vu pas mal de catastrophes récemment, entre la crise sanitaire, entre de l'imprévisibilité, entre les vacances qui s'annulent, même aussi à cause de tous ces risques. Est-ce que ça veut dire que l'assurance traditionnelle doit revoir ses modèles et être sur des cycles beaucoup plus courts? On peut s'assurer 2 ou 3 jours, ou sur les vacances, ou sur... c'est ça les conséquences? Alors, effectivement, il y a les nouveaux usages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de payer pendant 1 an pour une assurance? Pas forcément à chaque fois. Donc, il y a le à la demande, qui est une notion super importante. À côté de ça, il y a aussi des choses qu'on appelle le contextuel. Donc, typiquement, on est en plein hiver. Est-ce que j'ai besoin de payer pour ma moto? Pas forcément non plus. Et puis après, il y a ce qui est assurable ou ce qui ne l'est pas. Et là, on rentre dans un domaine qui est le métier, le cœur profond de l'assurance. On se rend compte qu'aujourd'hui, des choses qui semblaient évidentes, assurer sa maison, par exemple, c'est plus évident que ça dans certaines zones géographiques. Donc, il y a toute une tectonique des plaques qui est en train de bouger pour rendre encore assurable un certain nombre de risques, ou pour mieux les couvrir. Et donc, c'est là que on a les nouvelles technologies qui rentrent en compte. Donc, ça peut être derrière la cartographie géospatiale sur les risques, ça peut être derrière des mesures de prévention en fonction des zones de réchauffement climatique. Ça peut être derrière aussi une meilleure manière d'appréhender le risque, soit de le mutualiser, soit de l'affiner de manière plus concrète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de l'habitation, mais il y a tout un tas d'acteurs qui sont maintenant dépassés, les acteurs traditionnels, et qui du coup, la seule réponse qu'ils apportent, c'est une augmentation uniforme des primes d'assurance. Est-ce que c'est la réponse sur le long terme? Peut-être pas forcément. Alors justement, vous parliez quelque part de ces institutions qui sont un peu des mastodontes de l'assurance. La cohabitation se fait facilement entre ces fameuses startups agiles de l'InsurTech et ces mastodontes. Comment les deux cohabitent? Parce que j'imagine que c'est des cultures un peu différentes. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Alors, il y a eu plusieurs phases dans les relations entre AssurTech. Je vous laisserai compléter. Mais la première phase, ça a été l'affrontement. C'est-à-dire que les premières générations d'AssurTech sont arrivées en disant on va casser les pattes de tous les acteurs traditionnels, et puis ça s'est pas produit comme ça en fait. Donc aujourd'hui il y a un phénomène à la fois de coopération et de coopétition, mais c'est vraiment des synergies qui sont en train de se nouer pour certains acteurs. Je prends des exemples. Quand on parle de nouveaux acteurs de l'AssurTech, donc il y a ce que j'appelle les prestataires, les vendeurs de pioches, qui vont aider à l'analyse du risque. Donc moi, typiquement, ils vont bosser du coup pour les acteurs traditionnels autant que pour les AssurTech. Il y a des AssurTech qui sont en concurrence frontale avec les mastodontes. Donc là, on est vraiment dans la compétition pure. Et après, il y a des acteurs. Alors les acronymes sont monstrueusement horribles. Oui, on va les éviter, simplifiez-nous la vie. Des acteurs en fait qui fournissent des solutions ou des services pour le compte des acteurs en place. On appelle ça du B2B ou du B2B2C. Et donc eux, du coup, ils sont dans un écosystème d'interdépendance. Donc finalement, il n'y a pas qu'une seule réalité. Il y a des acteurs qui sont très innovants, qui peuvent être en confrontation, des acteurs qui sont très innovants, qui peuvent être en partenariat, et puis des acteurs qui sont interdépendants avec les acteurs en place. Il y a beaucoup d'assurances qui sont liées à des banques, et on comprend les raisons économiques. Donc s'il y a une révolution dans l'assurance, il y en a aussi une dans le domaine des banques. On peut comparer ce phénomène? Oui, il y a vraiment une interpénétration entre la banque et l'assurance depuis 20 ans. Alors il y a eu l'émergence de la banque assurance, mais aujourd'hui ces deux secteurs-là, même si d'un point de vue réglementaire, régulation, ils sont très différents. En fait, ils sont très liés. Que ce soit pour les banques, typiquement l'assurance c'est un atout majeur pour leur rentabilité, ce qu'on appelle le produit net bancaire. Et puis pour les assureurs ou les AssurTech, les banques sont aussi un canal de distribution intéressant, sous la forme des banques traditionnelles et sous la forme des néobanques. Donc de fait, aujourd'hui, les deux systèmes sont vraiment très très fortement liés. Pour conclure, en une poignée de secondes, si je vous écoute bien et si je vous comprends bien, est-ce qu'on va être mieux assuré ou alors est-ce qu'il y a plus de risques et puis ça va faire le succès des assurances? L'AssurTech est là pour accompagner les gens, donc elle est là pour suivre les tendances, donc elle est là pour accompagner les évolutions des risques. Donc en théorie, et je conclurai là-dessus, l'AssurTech, à mon sens, est un atout bénéfique pour mieux couvrir les consommateurs. Merci beaucoup.